révolution ne meurt jamais vraiment, quel impact durable? Voilà, bon, ben, c'est... Voilà, non, mais parce qu'en fait, ce que je veux essayer de parler, c'est d'abord évidemment d'introduire un peu le processus, c'est-à-dire que la révolution n'éclate pas comme ça du jour au lendemain, elle est le résultat d'un processus, premier point. Le deuxième point, c'est que la révolution elle-même a été un processus du début jusqu'à la fin, donc c'est pas quelque chose de monolithique, et que cette révolution, et ça c'est ma thèse, une révolution ne meurt jamais, et que dans les conséquences de la révolution, eh bien, il y a en particulier des conséquences qui sont toujours vivantes. Hein, et c'est ça que je pense important, c'est-à-dire que la révolution d'octobre n'est pas morte, qui a des conséquences de la même façon que la révolution française n'est pas morte en 1815 avec le congrès de Vienne et la Sainte Alliance. Hein. Elle a continué à, si je peux dire, faire des petits tout au long du XIXe siècle. C'est ce qui explique que nous vivons malgré tout en République et non pas dans le régime de la restauration monarchique de 1814-1815. Donc pourquoi pour la Russie on devrait avoir une autre approche? Donc je rappelle quand même que la révolution de 1917 n'éclate pas tout à fait en 1917, puisqu'en fait elle a été précédée par des révoltes paysannes de masse dans les campagnes russes. Ah, d'accord. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ce sera plus facile comme ça, j'aurais pas. Voilà. Donc, elle a été précédée par des révoltes paysannes de masse au début du XXe siècle. Elle s'est poursuivie par ce qu'on va appeler plus tard la grande répétition générale de 1905, qui est déjà une révolution, même si elle a été, comme on en a déjà vu ce matin, interrompue, et ensuite il y a eu un moment de retrait. Puis, juste à la veille de 1914, la Russie connaît une vague de grèves. Et les grèves reprennent en 1916 et elles débouchent indirectement bien sûr sur la révolution dite de février-mars 1917, qui abolit la monarchie et qui se poursuit en octobre-novembre 1917 par ce qu'on appelle la prise du pouvoir par les bolcheviks. Alors à cette occasion-là, on a dit que c'était, enfin la presse bourgeoise, les médias bourgeois ont dit « Ah mais finalement quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, c'est un coup d'État ». Oui, c'est un coup d'État. Techniquement, oui. Avec quand même cette nuance que les bolcheviks n'ont fait que prendre le pouvoir qui était à la rue, bien sûr, qu'ils prennent le pouvoir dans la foulée des soviets qui se sont créés, et surtout que les soldats qui prennent le pouvoir sont des soldats qui ont déjà pris le pouvoir sur leurs officiers. Ce qui est tout à fait contradictoire avec un coup d'État, puisqu'un coup d'État, en général, c'est les officiers qui dirigent le coup d'État militaire. Donc, bien sûr que Octobre 17 est une révolution. D'ailleurs, si ce n'était pas une révolution, elle n'aurait pas été si critiquée que ça, parce que finalement, les coups d'État, on ne les critique pas beaucoup dans la logique dominante. Hein. Donc, ce qui gêne avec l'Octobre 17, c'est justement que ça a été une révolution. Parce que la prise de pouvoir militaire par les soldats de ce qui allait devenir l'armée rouge, à la suite des soviets qui existent dans l'armée rouge, et d'ailleurs prolongée par le fait que le congrès des soviets, ouvriers, paysans, soldats, appuie la révolution d'octobre. Donc d'un côté il y a la constituante, mais d'un autre côté il y a le congrès des soviets. Il y a deux logiques évidemment en parallèle. Et il faut rappeler d'ailleurs à ce sujet-là que les bolcheviks, qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Une révolution, c'est quand quand une société éclate et détruit tout ce qui existait précédemment. Mais quand on détruit ce qui existait précédemment, enfin les structures qui existent précédemment, c'est effectivement, c'est une explosion, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire la Russie est un pays très diversifié socialement, nationalement, régionalement, religieusement, etc., etc. Donc, ce que les soviétiques, ce que les bolcheviks apportent, c'est une canalisation. Ils essaient de canaliser un torrent qui va dans tous les sens. Et finalement, si on veut comprendre ce qu'a été l'expérience de l'Union soviétique, c'est tout le temps cette question de comment canaliser sans trop réprimer d'un côté et sans que l'État s'effondre d'un autre côté. Donc ça, je pense qu'il faut avoir un peu cela à l'esprit. Il y a cette ambivalence dans la révolution bolchevique qui s'installe tout de suite, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la révolution faite par les bolcheviks pour faire le socialisme et le communisme, mais très vite, avec les interventions étrangères, il y a aussi la défense de la patrie. Hein, face à justement ces interventions étrangères, 1917 les Allemands, puis 1918, 20, 21, 22, les agressions étrangères qui jouent sur la dite guerre civile, puis bien évidemment la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Donc vous avez deux aspects dans l'expérience soviétique, c'est-à-dire l'aspect
politique et social et idéologique, et puis il y a l'aspect national, la défense de la patrie face à des envahisseurs étrangers. Il faut aussi penser à cela, ça joue, hein. Et ça explique d'ailleurs beaucoup ce qui s'est passé jusqu'à la fin de l'Union soviétique, mais ce qui continue à exister en Russie aujourd'hui, dans plusieurs États post-soviétiques. Alors je rappellerai aussi que je pense qu'il faut sortir, évidemment, on a parlé tout à l'heure d'une attitude religieuse ou quasi-religieuse à l'égard de l'Union soviétique. Je pense qu'effectivement, ça c'est un des travers de la culture française, c'est-à-dire que d'un côté on est les enfants de 1789, mais on est aussi la fille aînée de l'Église, et on a quelquefois quelques relents qui nous réapparaissent avec cette espèce de sacralisation. On cherche Rome quelque part, alors pas forcément à Rome, on peut le chercher à Moscou, mais on a quand même cette tendance à vouloir sacraliser. Et le résultat des courses, c'est qu'on ne peut plus réfléchir sur ce qu'a été un processus, parce que la révolution, c'est un processus. Un processus, c'est forcément contradictoire. Alors, c'est d'abord une rupture avec l'ancienne société, c'est un premier point. Donc des contradictions qui sont issues de l'ancienne société et qui continuent à vivre, elles disparaissent pas en octobre 17, les contradictions de la société russe d'avant la Révolution, par l'opération du Saint-Esprit, premier point. Les Russes, les ex-sujets devenus citoyens de la Russie soviétique puis de l'Union soviétique sont les produits de siècles de servage, de tsarisme, d'oppression féodale, de capitalisme très récent, etc., etc. Et ils sont marqués par ces contradictions, par la force des choses. Ce n'est pas des Martiens qui ont atterri à Pétrograd un beau jour d'octobre 1917. Il faut quand même se rappeler ça. Ensuite, la nouvelle société est aussi marquée par des contradictions. Parce qu'on n'a qu'à voir les différents programmes du Parti communiste soviétique entre 1917 et le dernier congrès du Parti soviétique à la veille de l'effondrement de l'URSS. On voit bien que dans ce Parti communiste, il y avait différents partis, de fait. Hein, différentes tendances. Ça, c'est d'ailleurs tout le problème des régimes de partis uniques, c'est que dans les partis uniques, en général, parce qu'il n'y en a qu'un, et bien forcément, tout le monde s'y rencontre. Donc, automatiquement, les contradictions de la société sont à l'intérieur de ce parti. Et ça tire d'un côté, ça tire de l'autre, derrière une apparence de monolithisme. Je dis bien une apparence de monolithisme, c'est pour ça qu'effectivement, je pense que la société soviétique n'a jamais été totalitaire, y compris pendant la période stalinienne. Parce que à l'intérieur du stalinisme, vous avez, de ce qu'on appelle le stalinisme, vous avez des contradictions sociales extraordinaires, et ce qu'on n'a pas fait, c'est l'histoire de la lutte des classes dans le socialisme, et l'histoire de la lutte des classes dans les partis communistes au pouvoir. Et je pense que si on est marxiste, on doit faire l'histoire de la lutte des classes dans le socialisme. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'une lutte de classes dans le capitalisme? Dans le socialisme, il y a la lutte des classes, et dans les partis communistes au pouvoir, il y a forcément une lutte de classes, sinon on ne comprend pas. On ne comprend pas deux choses. On ne comprend pas qu'il y ait des tendances qui s'opposent et qui mènent à des purges, des contre-purges qui vont dans un sens ou dans un autre, alors parfois violentes, parfois sanglantes, parfois un peu moins sanglantes, mais de toute façon, c'est bien qu'il y a des contradictions. S'il y a des purges et des contre-purges, premier point. Deuxième point, sur lequel on ne réfléchit pas souvent, c'est que c'était une société pleine de contradictions, et s'il y avait eu un vrai totalitarisme, c'est-à-dire un monolithisme total de la société soviétique, il n'y aurait pas eu le 20e congrès, quoi qu'on pense du 20e congrès, je pense, je ne le juge pas très positivement, le 20e congrès, mais peu importe, il est révélateur du fait qu'à l'intérieur du parti, il y avait différentes tendances, puisque le 20e congrès prend le contre-pied du 19e. Donc c'est bien que dans ce même parti, il y avait des forces contradictoires. Deuxième point, l'Union soviétique se dissout en 90-91, ce qui montre bien qu'il y avait des contradictions énormes au sommet de l'appareil d'État, parce que je rappelle quand même que l'Union soviétique s'est auto-dissoute. Hein. Donc c'est bien qu'à l'intérieur même du régime, entre guillemets, on aime bien ce mot régime, donc appelons-le, donc à l'intérieur de ce régime, il y avait différents régimes, différentes tendances. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Mais quand on fait l'histoire de la Révolution française, on accepte qu'il y a des Girondins, qu'il y a des Jacobins, qu'il y a des Thermidoriens, qu'il y a je ne sais pas combien de tendances. Mais quand on fait l'histoire de la Révolution russe, bon, ça s'arrête avec Trotsky, puis ensuite c'est le monolithisme soviétique. Pourquoi ce serait différent en Union soviétique qu'ailleurs? Les processus révolutionnaires sont des processus contradictoires qui reflètent des réalités divergentes, des réalités changeantes, et effectivement, à l'intérieur du socialisme, il y avait des contradictions. D'ailleurs, les pays socialistes, entre eux,
vont commencer à se disputer, la Yougoslavie avec l'Union soviétique, la Chine avec l'Union soviétique, etc., etc. Les relations n'étaient pas si fraternelles que ça entre les partis frères de Pologne, de Bulgarie, de l'Union soviétique, de RDA, etc. Comment expliquer ces contradictions? C'est bien qu'il y a des contradictions dans ces sociétés. C'est donc des sociétés réelles, dans lesquelles le discours apparemment marxiste-léniniste camouflait des interprétations contradictoires, très contradictoires, de ce qu'était, ou de ce que devait être, ou de ce qu'on voudrait que soit ce marxisme-léninisme. Donc ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, et d'ailleurs sur ce plan-là, je pense que c'est très bien d'analyser les révolutions, les processus révolutionnaires de façon comparative. Donc révolution française, révolution russe, révolution chinoise, révolution mexicaine, révolution haïtienne. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de révolutions depuis le XVIIIe siècle, profitons-en pour les comparer. Ce qui serait un angle d'attaque peut-être intéressant. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est donc maintenant, bon, une fois qu'on a vu, grosso modo, que cette révolution n'est pas un processus monolithique, mais un processus contradictoire, et qu'effectivement, s'il y a eu des tendances totalitaires dans le système soviétique, ces tendances totalitaires ne sont pas du tout comparables avec, par exemple, le nazisme, justement ce qui a été dit ce matin, et je pense que c'est fondamental. La grande différence entre le nazisme et le communisme soviétique, en plus évidemment de ce qui a été dit ce matin, auquel je souscris totalement, c'est que le nazisme ne s'est pas autodétruit. Il a fallu le détruire de l'extérieur parce qu'il était monolithique, parce qu'il était totalitaire. Et donc il n'y a pas eu de... Hitler est abattu le 8 mai 1945, l'hitlérisme, par les armées qui l'ont détruit de l'extérieur. L'Union soviétique s'est dissoute de l'intérieur. C'est donc bien la preuve que ce n'est pas du tout la même chose. À côté des questions idéologiques qui ne sont pas du tout secondaires. Mais même l'idée même de totalitarisme n'est pas pertinente si on compare ce qu'a été l'Union soviétique et le nazisme. Le nazisme ne s'est pas autodétruit. On n'imagine pas un 20e congrès du parti nazi si Hitler avait été, s'il y avait eu un successeur, je ne sais pas, Göring ou n'importe quoi, parce que c'était un parti monolithique avec un Führerprinzip. Tandis que malgré tout, le parti soviétique reste le parti du centralisme démocratique. Alors je sais bien que ce n'était pas la démocratie idéale, loin de là, mais le simple fait qu'il y ait une légitimité démocratique rend ce système tout à fait différent d'un système où il y a la légitimité du chef. Hein, donc ça, c'est un élément qui me semble important. Alors maintenant, sur les conséquences, qui me semblent toujours vivantes, d'abord en particulier dans les pays concernés, mais plus largement à l'échelle de la planète. La première conséquence, c'est la démocratisation des rapports sociaux. On ne se rend pas compte, parfois, à quel point ce que Octobre 17 a promis, c'est la promotion sociale, l'avancement culturel des masses, etc., etc. Et ça a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, si on regarde dans les pays de l'ex-bloc soviétique, des Poutine, des Loukachenko, ou même des Poroshenko en Ukraine, ce ne sont pas des descendants de nobles blancs qui sont revenus au pouvoir. Je veux dire, leur poste, ils le doivent à la révolution. Ils seraient au bas de l'échelle sociale sans la révolution russe. Je vais aller plus loin. Le prix Nobel de la paix, Walesa, mais je m'excuse, Walesa, il titillerait toujours le pied des vaches s'il n'y avait pas eu la révolution d'octobre. Il ferait la même chose que ses parents et ses grands-parents. Donc il est lui aussi, malgré tout son anticommunisme stupide, malgré tout le service qu'il a rendu à l'impérialisme, etc., etc., il est le produit de la révolution d'octobre. Hein? Et si vous faites la liste des dirigeants de tous les ex-pays socialistes, donnez-moi combien d'entre eux, Havel en Tchéquie, oui, sont issus des classes dirigeantes d'avant la révolution. Ça, je pense quand même que c'est aussi un point essentiel. C'est pas Louis XVIII qu'on a eu en Russie en 1900, oui, enfin oui, ça, il y a des exceptions, mais bon, globalement. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de parler d'une chose, mais comme par hasard, on ne revient pas aux causes. Donc c'est très à la mode aujourd'hui d'être féministe. Tout le monde est féministe. Sauf que, d'où vient le droit des femmes? Il faut se rappeler que, à part la Nouvelle-Zélande, le premier pays qui accorde le droit de vote aux femmes,
c'est dans la foulée de la révolution russe de 1905, une partie autonome de la Russie, c'est le duché de Finlande, qui accorde le droit de vote aux femmes en 1906. Dans la foulée de la révolution de 1905, puisque les Finlandais ont participé à cette révolution, et donc comme ils ont un statut d'autonomie dans le cadre de la Russie, ils imposent le droit de vote aux femmes, le premier pays d'Europe à l'imposer. Par extension, deux pays voisins vont l'introduire, c'est la Danemark et la Norvège. Comme par hasard, mais c'est les Finlandais qui ont commencé, Finlandais qui font partie de l'Empire russe. Et bien entendu, en 1917, ce droit de vote aux femmes est étendu à toute la Russie, puisque la Russie donne le droit de vote aux femmes. Donc sans révolution russe, version 1905 dans le cas Finlande, version 1917 pour la Russie, pas de droit de vote aux femmes, pas de droit de vote aux femmes dans le pays concerné, pas de droit de vote aux femmes, je rappelle, en 1918, les premiers États qui se constituent en Europe de l'Est contre la Russie soviétique, les pays baltes, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Albanie, la Roumanie et bien sûr l'Allemagne en révolution accordent le droit de vote aux femmes. Je rappelle qu'en France, où on est de grand donneur de leçons sur les droits des femmes ne reçoivent le droit de vote qu'en 1945. Et elles le reçoivent grâce à quoi? Grâce au mouvement de la résistance, qui est largement communiste et qui est donc lui aussi, dans une large mesure, issu de la révolution d'octobre. Donc il faut aussi mesurer, quand même, les femmes c'est 50% de la population, donc on vous parle de démocratie, mais attendez, s'il n'y avait pas eu la révolution russe, 50% de la population n'aurait peut-être pas encore le droit de vote aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait secondaire, hein, il faut aussi le rappeler. Ensuite, deuxième chose, l'État-providence, ou alors ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle social européen. Oui. D'accord? Qui l'a introduit? La social-démocratie. On va nous dire que social-démocratie, Keynes, etc., etc. Sauf que vous remarquerez qu'avant 1917, il n'y a pas eu un seul parti social-démocrate au monde qui soit arrivé au pouvoir. Les sociaux-démocrates commencent à arriver dans le monde, dans différents pays du monde, au pouvoir à la suite de quoi? À la suite de ce qu'on appelait la grande peur du bolchevique avec son couteau entre les dents. Parce qu'il y a les bolcheviques, on fait des concessions social-démocrates. Pas de bolcheviques, pas de sociaux-démocrates. Pas de bolchevique, pas d'État-providence. Donc tout ce qu'on a sur l'État-providence, ce qu'on a acquis grâce à ce qu'on appelle l'État-providence, je n'aime pas cette expression, c'est en grande partie grâce à la révolution russe. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard que, comme par hasard, quand l'Union soviétique commence à faiblir, voire à s'effondrer, et bien tout d'un coup on commence à renier l'État-providence, comme vous le savez, il n'y a qu'à constater autour de nous, c'est quelque chose que l'on constate quotidiennement. Je continue. Des mots, vous prenez les médias aujourd'hui et vous prenez les médias des années 60-70. N'importe quel média. Il y avait des mots, on appellerait ça des mots clés aujourd'hui, que vous ne voyez plus dans le vocabulaire médiatique d'aujourd'hui. J'en rappelle quelques-uns. Paix, désarmement, sécurité collective. Ça, c'est quoi? C'est des mots qui viennent du vocabulaire soviétique, qui ont été imposés au monde avant la fin de l'Union soviétique. Depuis que l'Union soviétique a disparu, on n'entend plus parler de sécurité collective, on n'entend pratiquement plus parler de désarmement. Quant à la paix, elle est à géométrie variable, comme vous le savez. Donc là aussi, je pense quand même, tout ce que je viens de dire, droits des femmes, démocratisation, paix, sécurité collective, on n'ose pas le remettre, État-providence, on n'ose pas tout à fait le remettre en cause pleinement. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture mentale fondamentale qui a été provoquée par la révolution russe et qui fait qu'aujourd'hui, même si on reprend ses acquis, on le fait honteusement, sans le dire franchement, parce que fondamentalement, l'humanité considère que c'est normal que les femmes aient le droit de vote, que c'est normal que les peuples puissent avoir la démocratie, que c'est normal que la paix soit une réalité, une revendication. Et je terminerai, bien sûr aussi, le droit des peuples à la souveraineté. Bon, peut-être que l'Union soviétique n'a pas été un paradis d'égalité entre les peuples, mais enfin, c'est quand même l'Union soviétique, c'est plus la Russie. C'est une fédération qui reconnaît à ces différentes nationalités au moins le droit formel d'exister, c'est-à-dire la légitimité d'avoir une langue, d'avoir un statut. Et que dans la foulée, évidemment, de cette reconnaissance, vous avez la reconnaissance des nationalités dominées et de l'égalité des peuples, et par voie de conséquence, bien sûr, les politiques de décolonisation. Aujourd'hui, personne n'ose remettre en cause, de façon officielle,
bien sûr, il y a le néocolonialisme, mais on n'ose pas revenir à l'argumentaire du début du 19e siècle à l'égard des colonies. Mais cet argumentaire, pourquoi est-ce qu'il a changé? C'est parce que là encore, vous avez eu la révolution russe qui a dit les peuples sont tous égaux. Hein, et quand je dis que cet argumentaire a été développé, il a été développé de façon relativement conséquente, parce que les bolcheviks ne soutiennent pas systématiquement que les communistes dans le monde. À partir de 1917, je rappelle le soutien de la Russie soviétique à Sun Yat-sen en Chine, qui n'était pas un communiste. Je rappelle le soutien de la Russie soviétique au mouvement indonésien Sarakat Islam, qui est un mouvement islamiste qui va donner naissance au Parti communiste indonésien, mais qui commence comme un mouvement islamiste. Je rappelle, ce qu'on a déjà mentionné, le soutien à l'insurrection du Rif d'Abdelkrim, qui n'était pas un communiste. Donc on a bien un mouvement anticolonial qui va beaucoup plus loin que soutenir simplement les causes communistes, je dirais marxistes et léninistes. Donc tout cela me semble quand même montrer que la révolution russe a représenté, un peu comme la révolution française, une rupture fondamentale. On ne peut pas revenir au monde d'avant. Et donc il y a des restes durables. Et je dirais même la situation, je terminerai sur une note un peu optimiste, mais quand même, je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui est dure, mais que par certains côtés, elle est meilleure quand même que celle qu'on a pu vivre avec la Restauration en France. Parce que, par exemple, je vous donnerai un exemple, vous ne savez pas peut-être, parce que les médias n'en parlent pas, que bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, je n'ai pas la date exacte, va se réunir à Sochi le Festival mondial de la jeunesse démocratique FMDJ, qui, comme vous le savez, est une association regroupant toutes les organisations de jeunesse plus ou moins communistes, et que ce festival mondial a lieu à l'occasion du 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, et qu'il a été promu personnellement par Poutine et Lavrov, qui ont demandé que ce festival, à l'occasion de la 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, ait lieu en Russie. Alors je sais bien que Poutine est un anticommuniste, mais Poutine est quand même l'héritier de cet État, il ne peut pas le nier. Je me dis souvent, est-ce que Louis XVIII ou Charles X auraient accueilli une réunion internationale des Jacobins après 1815? Je me dis finalement, on n'est pas si mal si on a un Louis XVIII en Russie qui est quand même capable d'accueillir le FMDJ, le Festival de la jeunesse progressiste du monde, à Sochi. Donc finalement, soyons optimistes. Bon, je vous remercie. Monsieur l'ingénieur du son. Alors, qui commence? Monsieur qui n'a pas eu la parole. Oui, j'ai écouté votre exposé avec énormément d'intérêt. Je vais intervenir sur deux choses. D'une part, la question du totalitarisme. Alors effectivement, je suis très sensible au fait que vous dites, c'est impensable de penser à un 20e congrès du parti nazi. L'URSS s'est détruite pacifiquement, ce qui n'a pas été du tout le cas pour l'humanité. Ça, je suis complètement d'accord avec vous, et ça, il faut le dire et le répéter. Je me demande quand même si dans la période, disons, 36 avant de Staline, l'URSS n'est quand même pas un pays totalitaire, dans la mesure quand même, les grandes purges, Yekov, Beria, etc., etc. Donc bon, j'entends ce que vous dites, mais je me pose aussi la question. Ce n'est pas simple, si c'était simple, ça se serait, mais tout en entendant vos arguments, je me pose quand même la question. Je me pose la question, et franchement, je ne peux pas y répondre. Je pense que c'est un débat intéressant, et encore une fois, le fait de regarder la façon dont ça se termine est effectivement extrêmement intéressant pour essayer de déterminer la nature de ces deux sociétés. Ça, c'est un premier point. Sur le deuxième point, sur la question de l'État-providence, bon, moi non plus, je n'aime pas cette expression d'État-providence, mais bon, elle est commode, donc utilisons-la. Je suis d'accord avec vous, mais j'y mettrai quand même une nuance. Il me semble que l'évolution, alors je parle essentiellement des sociétés européennes que je connais un peu, parce que, bon, on ne peut pas parler de tout, il me semble qu'à la suite d'un certain nombre de réformes, d'évolutions, etc., cette évolution vers l'État-providence, c'est-à-dire le fait
que l'État prenne en charge mieux la vie des citoyens, notamment les réformes sociales, la législation du travail, la sécurité sociale et j'en passe, avait commencé avant. Et je dirais plutôt, pour moi, ça se passe à partir de la fin du 19e siècle. J'ai évoqué les assurances sociales allemandes qui me paraissent extrêmement importantes parce que toute la sécurité sociale en Europe et dans le monde s'est développée à partir de cela. On pourrait citer d'autres exemples. Je dirais plutôt que la Grande Guerre accélère le mouvement et que, effectivement, ce qui se passe avec la Révolution russe contribue à accélérer ce mouvement, mais je dirais plutôt que ça s'inscrit dans un mouvement d'ensemble que la Grande Guerre nécessite. C'est évident pour la France, c'est évident pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne. Pour la France, on voit que les prérogatives de l'État augmentent de façon étonnante à partir de 1914. Il y aura un petit retour en arrière en 1917, mais quand même, à la fin de la guerre, on n'en est plus dans la même situation. Donc, à la fois, je suis sensible à ce que vous dites, et je dirais plutôt que la révolution russe a approfondi le mouvement, et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, alors là, je suis tout à fait d'accord, c'est la révolution russe qui a introduit la notion de plan. La notion de plan, et il n'est quand même pas tout à fait, c'est pas tout à fait hasard, si cette notion a complètement disparu depuis les années 1980, enfin, ça correspond à peu près, ça avait commencé un peu avant, on peut en discuter, avec la fin de l'URSS, mais enfin bon, là aussi, je pense qu'il faut mettre ces questions en relation. Voilà. Pierre, il y avait je pense que Bruno a soulevé une question très intéressante par rapport au monolithisme et au totalitarisme. Effectivement, donc, si on fait un regard sur l'histoire en général, que ce soit les empires ou l'époque des systèmes capitalistes, le totalitarisme ou le monolithisme ne s'est jamais dissous tout seul. Oui. On prend même un exemple actuel, par exemple Daesh, retranché dans des donjons un petit peu restreints, et il ne cède pas. Il n'y a pas d'autodestruction. Par contre, l'Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique, la lutte de classe n'a pas disparu. Lénine lui-même lui disait effectivement que pendant la construction du socialisme, la lutte de classe ne disparaissait pas. Donc, la question que je vous pose, est-ce que, parce que quand même la différence entre le nazisme et l'Union soviétique, c'est que, effectivement, l'Union soviétique a créé un bloc au niveau international. C'est pas comme le nazisme. Ce bloc-là, c'est un bloc, effectivement, de mouvements sociaux. C'est un bloc social, populaire. Est-ce que, effectivement, donc, l'antagonisme de classe, il est nourri à l'intérieur de l'Union soviétique, il est nourri de l'extérieur? Par rapport, effectivement, donc, à l'encerclement de l'impérialisme international. D'autre part, est-ce que le totalitarisme, on ne peut pas le déloger que de l'extérieur? Est-ce qu'on peut le détruire de l'intérieur? Oui, sur l'État-providence, il y a des auteurs qui proposent la formule État social de droit, qui est peut-être, elle n'est peut-être pas parfaite, mais enfin, elle est sans doute meilleure. Sur l'État social de droit, il faut, bon, ce qui s'est fait après la guerre, le système a puisé dans des pratiques qu'il avait en catalogue. Entre guillemets. Bon. Pourquoi ces pratiques existaient-elles? C'est parce que le capitalisme lui-même s'était rendu compte qu'il avait besoin d'assurer un peu mieux l'existence de la classe ouvrière pour que la plus-value continue d'être extraite comme il le fallait. Le travail des enfants, il a été réglé au milieu du 19e. Ou dans la première moitié du 19e.
Non, le travail des enfants. Moi, 1844. Voilà. Ça ne veut rien. Non, mais je veux dire, on a commencé à s'en occuper. On a commencé à Voilà, je suis d'accord. On a commencé à s'en occuper au milieu du 19e, et après la guerre, donc, on a eu tout ce que nous connaissons. Mais une remarque que je voudrais faire, c'est que tout ce qui se fait à ce moment-là, évidemment c'est excellent, il n'y a pas de réserve à avoir là-dessus, mais il y a des aspects qui sont ambivalents. Par exemple, les entreprises publiques. Les entreprises publiques, pour une part, elles participent à un mouvement de dévalorisation du capital qui relance le système capitaliste, puisque les charbonnages, etc., EDF, etc., toutes ces entreprises publiques qui ne réclament plus le même taux de profit que les autres, elles permettent au reste des entreprises d'empocher. Dans la formation du taux de profit moyen, social, elles permettent à l'ensemble des autres entreprises capitalistes d'empocher un gain qui ne se voit pas, bien entendu, mais qui est bien là. Donc j'ai pas de questions, c'était des remarques. Moi qui suis un enfant de la guerre, j'ai pu du petit à vos interventions. Parce que je pense moi qu'on doit pratiquement tout, et en tout cas beaucoup de choses, et actuellement aussi à la Révolution d'octobre, indépendamment de l'évolution de l'Union soviétique. Je pense que s'il n'y avait pas eu la Révolution d'octobre, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas le droit de manifester dans la rue et de se réclamer au nom des libertés, etc., etc. Je pense que le capitalisme, dont les meneurs ne sont pas des imbéciles, ont très bien senti la menace que constituait la Révolution d'octobre. Et que depuis la Révolution d'octobre, le capitalisme international et national s'y est opposé par tous les moyens. Mais ce qu'il n'a pas pu réussir à éliminer, c'est dans la conscience populaire ce qu'a mené la Révolution d'octobre en ce sens de prise de conscience des populations qui jusque-là n'avaient pas le droit d'élever la moindre voix. Je pense que, et ça me paraît à moi, je ne vais pas me tromper, ça me paraît à moi fondamental, c'est que depuis la Révolution d'octobre, toutes les manifestations populaires qui ont amené dans les classes populaires une amélioration de leurs conditions de vie, inconsciemment, elles le doivent à cette Révolution d'octobre. Et je pense que ça va continuer. Et je pense qu'actuellement, le capitalisme et ses tenants politiques, puisque d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier, on est en train d'arriver à un capitalisme politique, c'est-à-dire qu'il prend en main les commandes politiques, en tout cas du monde occidental. Je pense que cette révolution-là, la révolution d'octobre, ne peut pas leur permettre de faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils vont avoir le peuple dans la rue, non pas au nom de la révolution d'octobre, mais à partir des mythes, du mythe populaire que cette révolution d'octobre a donné naissance. Voilà. Pierre. Oui, par rapport au... tout à l'heure, vous avez dit que la différence, disons, entre le nazisme, par exemple, le fascisme et le communisme en Union soviétique, c'est que en Union soviétique, le communisme ne s'est pas effondré par une intervention extérieure, mais par une sorte de délitement, on va dire, du système. Moi, la question que je me pose, c'est que, normalement, dans une approche marxiste, le principe, c'est de partir d'une analyse critique.
la question que je pose, c'est est-ce que dans la conception, dans les modalités, on va dire, d'origine de la révolution soviétique et de l'idéologie, donc et des modalités qui étaient incluses dedans, est-ce que, au vu des résultats, puisqu'il faut, même si on conserve l'objectif du communisme comme objectif, il faut quand même regarder des réalisations et l'atteinte des objectifs, est-ce qu'il n'y avait pas des défauts internes qui conduisaient à cet échec du fait de dysfonctionnement interne, quoi. Voilà, donc, est-ce que on va dire, la recherche même du projet pour l'avenir ne doit pas conduire justement à cette analyse critique et à cet examen approfondi des dysfonctionnements internes qui étaient dès l'origine du projet et dès l'origine des modalités de mise en œuvre du projet? Excusez-moi, je m'étais inscrit. Je crois, je me prends la parole, mais j'avais averti Pierre. Je crois la révolution d'octobre, quand on regarde l'émancipation des peuples sur la planète, que ce soit en Afrique ou en Asie, c'est grâce à la révolution bolchevique. Et en même temps, nous avons tous connu la coexistence pacifique. Grâce à ça, de nombreux pays ont pu prendre leur indépendance. Si aujourd'hui, bon, il y a des dictateurs souvent mis par nous, les Occidentaux, mais il y a quand même eu une émancipation considérable. Et je crois qu'on parle peu de cette période. Par contre, aujourd'hui, il y a une inquiétude. Il n'y a pas de rapport de force. Ouais, il y a quand même la Russie qui pèse d'un poids, mais pas du poids de l'Union soviétique. Mais on voit comment ça se passe avec l'attitude des Occidentaux, et notamment l'Amérique de Trump. On sort de l'UNESCO, pourquoi pas demain de l'OTAN de l'ONU, pardon, excusez-moi. Donc, après, juste... excusez-moi. C'est un problème de sigle. En même temps, moi j'ai un peu vécu ce qui s'était passé en Bulgarie vers l'affaire aussi du régime, parce que tous les régimes se sont écroulés. Ce qui s'est passé, c'est que, il faudrait remonter à plus loin, Shakespeare a parlé il a écrit des pièces sur le pouvoir, mais les hommes d'État qui avaient, dans tous les pays, pour avoir le pouvoir, eh bien, ils s'entouraient de gens, c'est minable. Moi-même, j'ai connu personnellement le ministre de l'économie bulgare à l'époque où ça marchait très bien, mais après, autour par exemple du président Zhivkov, il y avait tous les gens qui étaient des incapables, ça permettait de faire n'importe quoi et de pouvoir assurer la pérennité du régime. Et je crois que si ça s'est écroulé de cette façon-là, c'est que moi-même je connais des personnes, des élites du pays qu'on a écartées complètement, et tout cela, ça fait que si c'est parti à l'eau de boudin, c'est aussi cette attitude où la prise du pouvoir, vouloir garder le pouvoir à tout prix, ça amène à des situations aussi comme celle-ci. Il y a Jean qui voudrait intervenir. Oui, moi je me souviens aussi qu'à la chute de l'URSS, il y avait des gens, y compris des gens du Parti communiste, qui disaient « Ouf, au moins on est débarrassé du boulet ». C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout une attitude univoque, y compris dans les gens du parti vis-à-vis de l'Union soviétique de l'époque. Et je crois que ça reflète véritablement, effectivement, le malaise d'ensemble qu'on voit d'ailleurs encore aujourd'hui à propos de l'Union soviétique, et que monsieur a très bien évoqué en disant mais où sont les causes de cet effondrement, les causes internes, et du coup est-ce que véritablement l'argument selon lequel ça s'est effondré de l'intérieur permet de distinguer ces régimes d'autres régimes autoritaires? Moi je ne suis pas très convaincu de ce point de vue-là. Bon, une révolution c'est pas seulement un coup d'État, un changement de régime politique, c'est véritablement un changement de mode de production, si on raisonne à l'intérieur de Marx. Bon, ce changement a-t-il eu lieu? À mon avis, non. Bon, et probablement que l'essentiel des causes du dépérissement progressif, non pas de l'État, mais de l'Union soviétique, sont à situer là.
On a parlé de lutte des classes. Il y avait des luttes des classes en Union soviétique, y compris, bien entendu, des luttes de classe avec la classe ouvrière, avec ses formes de résistance. Bon, il y a eu des révoltes, il ne faut quand même pas l'oublier, qui étaient des révoltes ouvrières. L'attitude à l'époque, en particulier du Parti français, ça a consisté à reprendre les thèses complotistes, c'est venu de l'impérialisme, etc. Non. Hein, c'est pas l'impérialisme américain qui pouvait foutre dans la rue les gens à Berlin-Est ou à Budapest, ça ne tient pas debout. Bon, là, il faut être clair, ça a pu servir de propagande à fond, évidemment, ensuite, mais c'est certainement pas ça la cause. Bon, il y avait effectivement une profonde scission qu'il faut quand même bien expliquer entre des États et, effectivement, les forces sociales qu'ils étaient censés représenter. De la même façon, il y a eu tout au long de l'Union soviétique des formes de grève de la production où les travailleurs, en fait, sous-travaillaient. Bon, ces formes de résistance passive, si on veut, sont des formes de lutte des classes, minimales, moléculaires, tout ce que vous voudrez, mais ce sont des formes de lutte des classes. Si on veut comprendre effectivement les problèmes, il faut peut-être les aborder par là, par le fait aussi que, à cause de la superposition systématique de l'État et des instances dirigeant la production, l'Union soviétique n'a jamais été capable de dépasser le terrorisme. À un moment où, en Occident, c'est le problème qui est posé, et là, je regrette, c'est le capitalisme qui a la capacité interne d'auto-transformation, peut-être sur le dos des travailleurs, ça c'est autre chose, lutte de classe chez nous, si j'ose dire, des luttes de classe d'ailleurs qui ont toujours été sous-estimées aussi ici, bon. Mais l'Union soviétique, par exemple, à la fin, il y avait des équipes volantes qui allaient accomplir le plan, dans les entreprises, des équipes volantes surpayées d'ailleurs par rapport aux gars ordinaires, parce que les gars ordinaires continuaient à sous-travailler à l'intérieur d'un terrorisme qui était devenu improductif et contre-productif, mais que l'URSS n'a jamais été capable de dépasser. Alors tout ça, il faut étudier effectivement un processus. Quand on parle de totalitarisme, il faut étudier un processus. Comment elle s'est figée progressivement, à mon avis d'ailleurs assez vite. On a parlé des problèmes, bon, par exemple de l'émancipation des femmes, qui pose d'ailleurs un gros problème à l'intérieur de la révolution russe, parce que il a été probablement au début sous-estimé, comme dit Lénine à Kollontai, sans fin pendant plus tard, Alexandra, plus tard. Bon, peut-être, il y avait peut-être plus urgent, mais bon, quand ça concerne 50% des gens, ça peut être discutable. Mais le début de la Révolution, par exemple, le début de la Révolution promeut le droit à l'avortement. Très vite. Promeut aussi la reconnaissance des enfants illégitimes qui ont les mêmes droits que les enfants légitimes dans l'héritage. Bon. Tout ça, à partir des années 30, est supprimé. Et on revient à une conception de la famille qui est une conception mais réactionnaire par rapport à l'Occident. Bon. Même à l'Occident de l'époque, si j'ose dire. Bon. Mais qui sert de pilier au pouvoir. Bon. Alors, je crois que ça aussi, c'est une contradiction qu'il ne faut pas sous-estimer. Et évidemment, il y en aurait d'autres. Bon. On a parlé de la religion, de l'attitude religieuse du PC. Mais enfin, d'où venait-elle? Bon, souvenez-vous un peu, la momie de Lénine, bon, la carte numéro 1 du parti, qui, depuis la mort du grand homme, était systématiquement attribuée à Vladimir Ilitch. Alors, on peut se foutre de la gueule des catholiques et de la présence réelle, mais ça y ressemble quand même assez fort. Les calendriers, les tentatives de faire un calendrier de fête qui se substitue, bon, et qui a été d'ailleurs un échec total aux fêtes chrétiennes, c'était une forme de para-religion
alors même qu'on était en train de lutter contre officiellement les religions. Bon, autrement dit, on mettait un substitut qui ressemblait fort à l'original à la place de l'original. Bon, oui, parce que, bon, entre autres, en 1932, il y a une association qui était une dépendance du parti, qui a lancé aussi un plan d'abolition de Dieu, un plan quinquennal d'abolition de Dieu et de la religion, donc qui devait prendre fin en 1937. Bon, inutile de vous dire que... Alors, vous voyez bien que tout ça, ça représente un long processus de... en somme, où on se fige, et où on se délite de l'intérieur. Mais ce long processus était aussi un processus de fixation du pouvoir, de monolithisme. On a parlé à juste titre des débats absolument mais gigantesques qu'il y a eu dans le parti, bon, bien sûr, après octobre, hein, alors que, effectivement, vu la lutte militaire, on aurait pu les suspendre, hein, les débats. Bon, mais ils ont eu lieu. Bon, il y a encore eu des débats sous la NEP. Bon, après 1936, les débats, ben, ils sont étrangement dissimulés. Ils sont absents, excusez-moi. Et après 1936, est-ce qu'il y a la réunion d'un seul congrès du parti, hein? Alors on me dira, il y a la guerre. Enfin, la guerre, c'était en 40, pouvait y en avoir un. Bon, il n'y en a pas eu à la fin de la guerre non plus. C'est-à-dire que la vie démocratique, elle était entièrement suspendue. La parole du grand homme était là pour la suspendre. Hein? Rappelez-vous encore un épisode aussi. Bon, c'est en 1950, si j'ai bonne mémoire, qu'a lieu un débat sur la linguistique. Et Staline sort un article sur la linguistique pour condamner les thèses d'un linguiste qui s'appelait Marr, après d'ailleurs l'avoir plus ou moins soutenu. Bon. Mais est-ce que vous imaginez, franchement, que les soviétiques se sont précipités sur la Pravda du lendemain, hein, par intérêt simplement pour les questions sur la linguistique et la théorie linguistique? Ben non. C'était précisément parce que c'était la seule façon de savoir où était le pouvoir et ce qu'il allait dire. Bon. Alors, je crois qu'il faut bien voir aussi tous ces phénomènes de déliquescence interne, hein, et le poids qu'ils ont eu, bien entendu, sur l'histoire des luttes sociales occidentales, des partis occidentaux, hein, parce que là, on a quand même beaucoup versé, hein, dans ce type de pratique, hein, en particulier, bon, après la guerre, dans le Parti français, hein, l'aventure lysenkiste que le Parti français est presque le seul quand même à avoir partagé. Bon, là, on a beaucoup donné. Et aussi, bon, effectivement, à l'époque, dans les années 70, quand les débats internes au parti ont été cassés et que c'était extrêmement difficile de faire entendre la fameuse réflexion critique qui se voulait, en somme, froide et nullement a priori hostile ou ni d'ailleurs favorable. Bon, je m'excuse de prendre mon malheureux exemple, mais il m'est arrivé de faire une thèse sur toutes ces questions-là dans l'université française. J'ai été fusillé à la fois par la droite, comme dictateur du prolétariat, et par la gauche, comme traître à l'Union soviétique. Donc voilà, quoi. Je crois qu'on a beaucoup donné, hein, et que si on continue à donner, on sera foutu une fois de plus, pour dire les choses tout simplement. Il y a d'autres intervenants. Ça ne remet pas en cause, ça ne remet pas en cause les bienfaits. Micro. Je voudrais dire deux choses. Il y a une question. Une précision par rapport au congrès. Attends, En micro. 1939, il y a eu le congrès du 1er mars qui a duré 11 jours. Donc, vous dites qu'après, depuis 1936, il n'y a pas eu de congrès. Ça, c'est pas vrai. Et en plus, il y a aussi d'autres faits qui ont été complètement déformés. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, j'ai arrêté mon exposé ce matin en 1929, parce que 1929 est un tournant dans l'histoire de l'Union soviétique,
parce que 1929, c'est la victoire définitive de Staline, et de fait, quand on regarde les discussions plutôt de plus en plus de manque, qu'il y a un manque absolu de discussion au sein du parti bolchevique. Il y en a encore un tout petit peu, mais elles sont de plus en plus réprimées à partir de 1934, et à partir de 1934, il n'y a plus rien. Effectivement, le Congrès, même au Congrès, je veux dire, il y a eu des grandes purges, le parti était complètement épuré. Il faut savoir que 80% des dirigeants de la Révolution d'octobre ont été décimés, emprisonnés, torturés. Trotsky, c'est vrai, je suis désolé, c'est vrai, il y a toute une littérature là-dessus. Trotsky sera, je continue, Trotsky sera assassiné en 1940, je peux donner plein de détails, il y a une littérature énorme. Donc il n'y a plus de débat, Effectivement, la question, je l'avais posée tout à l'heure, et je continue à poser, est-ce que l'on peut dire que l'URSS est un État totalitaire à partir de ces années 35-36? Je ne sais pas, enfin, en tout cas, la question se pose. Et je n'oublie pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais j'aurais plutôt tendance à dire que ça, c'est un premier point. Deuxième point n'a rien à voir, c'est sur le progrès social. Je vais prendre deux exemples pour montrer qu'on ne peut pas penser le progrès social uniquement en termes de révolte, manifestations, grèves, même si elles sont très importantes. Deux exemples. Le premier, là en France, la loi de 8 heures a été accordée en 1919. Pourquoi? Par un gouvernement qui n'avait rien de gauche. Pourquoi? Parce que cette loi avait été revendiquée en 1905 par la CGT. Ça, elle avait fait, c'est 1905-1906, elle a fait une grande manifestation pour cela. Elle ne l'a pas obtenue. Pourquoi le gouvernement de droite l'achète en 1919? Tout simplement parce qu'il a peur de cette révolution internationale dont j'ai parlé. Il a peur que la contagion bolchevique, il a peur de la révolution internationale, donc il faut lâcher du lest, donc on lâche sur la journée de 9 heures. Donc on voit que indirectement, elle est obtenue d'une part, dans un premier temps par la mobilisation de la CGT en 1905-1906, deuxièmement dans le contexte du différend de 1919. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je ne peux pas développer ici, je pourrais le faire longuement. Je pense que nous sommes tous ici extrêmement attachés à la sécurité sociale. Bon, donc, ça je ne développe pas, c'est une évidence, on est tous attachés. La sécurité sociale a une très longue histoire qui s'inscrit précisément dans l'affirmation de cet État-providence, je reprends l'expression, faute de mieux, qui apparaît à travers le 19e siècle, mais qui ne commence pas en 1945, qui commence à travers deux lois, l'une votée en 1910, l'autre en 1930, je ne ferai pas l'histoire, qui a été votée par des socialistes réformistes, par la droite, etc., et qui s'inscrit effectivement dans un but de résoudre, entre guillemets, la question sociale. Il n'y a pas eu de manifestation pour ça, il n'y a pas eu de grève pour ça. Le Parti communiste s'est opposé à la loi de 1930, je pourrais développer. Donc, je dis cela parce que c'est... Les mineurs ont droit de grève. Qu'est-ce que c'est? Les mineurs ont droit de grève, il n'y a pas des centaines, des milliers de mineurs. Non, il n'y a pas eu de grève. Je suis désolé. Chacun son tour, là. Je suis désolé, il n'y a pas eu de grève. Il y a eu très peu dans le Nord en 1930, point final, mais il n'y a pas eu d'action nationale. Pourquoi je dis cela? Parce que le progrès social auquel nous sommes tous très attachés, encore une fois, effectivement, ça s'obtient avec des grèves, des manifestations, ça s'obtient aussi parfois par la voie réformiste, et il ne faut pas le dire. D'autres intervenants? Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. C'est le sujet clivant. N'oubliez pas qu'on a une heure... On a le temps. Parce que nous avons nos conférenciers qui doivent prendre l'avion. Moi, je pense que de toute expérience, réfléchir et pour en tirer les leçons qui s'imposent. Je crois que ça me paraît fondamental. J'y ai jamais renoncé, je ne renoncerai pas aujourd'hui. Par contre, quand j'entends une erreur, je suis obligée de la relever, je m'excuse, mais j'ai plus de 30 ans de métier à la séquestre primaire d'assurance maladie. J'en ai étudié les tenants et les aboutissants, et je connais tous les systèmes français, tous les systèmes du marché commun, plus le régime monégasque, et quelques systèmes de sécurité sociale étrangers, dont ceux, quand il en existe,
qui ont été mis en place dans nos colonies après l'indépendance. De notre temps, nous, souvent, il n'y avait rien, sauf pour les fonctionnaires. Et certaines entreprises où les salariés avaient ça par convention collective, mais accord particulier, ce n'était pas une loi. Pour venir en contradiction avec ce qui fait dire qu'on donne quand on a peur de l'Union soviétique. Non. La sécurité sociale en face, ses premières revendications ont porté sous Henri IV. C'était des paysans mineurs des Cévennes et du Massif central qui exploitaient du charbon dans leur propre champ pour le vendre au roi, qui en avait le monopole d'achat. Parce qu'on s'en servait pour faire des canons et de l'armement, et que le charbon était rare par rapport au bois. Donc ils ont eu, en contrepartie de ça, une espèce de fonds dans lequel on pouvait puiser s'ils étaient malades ou quand ils étaient trop vieux. Ça, c'est l'ancêtre. Après, il y a eu quelques lois sociales qui ont été mises en place, notamment concernant l'enfance. Des orphelinats qui étaient sponsorisés par des rois, qui ont été sponsorisés par la Révolution française, parce que ces enfants qui étaient abandonnés, il fallait s'en occuper tout de suite. Voilà. Mais après, ça a été toujours des revendications et ça a été très dur à obtenir en France. Ça n'a pas été du tout comme en Angleterre, contrairement à ce qu'on dit. Il y a eu aussi beaucoup de grèves pour ça, ou en Allemagne, mais surtout en Angleterre, il y a eu des grèves pour ça. Mais en France, ça a été une bataille qui a duré, en gros, de 1831 pour la forme moderne, jusqu'à 1945. Et c'est le Conseil national de la résistance qui en a jeté les bases modernes qu'on connaissait. Sauf que pas encore créée, elle était déjà dévoyée par la bourgeoisie. Parce que normalement, ce sont la part qu'on appelle part patronale de cotisation, c'est un salaire différé. C'est-à-dire que le tissu économique de la France à l'époque était constitué d'une majorité de premières entreprises qui avaient leur trésorerie à sec. Ils ont demandé à ne pas payer que tous les 3 mois, non pas tous les mois ou tous les 15 jours, comme c'était la mode pour les ouvriers qui, je vous le rappelle, à l'époque n'étaient pas mensualisés, mais avaient un salaire à la semaine ou à la quinzaine. Donc ils avaient demandé à pouvoir payer pour avoir une avance de trésorerie. Parce que les factures qu'ils envoyaient étaient payables à 90 jours, et c'est resté longtemps la même chose. On s'est servi de ça pour après faire passer que c'était une part patronale. Mais il n'y avait pas de part patronale. C'est un salaire différé. C'est-à-dire qu'en 1949, ça devait repasser dans la paye du salarié, retenir en fin de mois et payer en fin de mois. Et les caisses devaient entièrement, exclusivement être payées, être gérées par les salariés. Quand je dis les caisses, c'est une erreur de ma part parce que le risque était unique. C'est-à-dire qu'il y avait le risque de maladie, maternité, accident de travail, vieillesse et santé dans le même lot. Il devait aussi également y avoir le chômage. C'est le patronat qui s'y est opposé. Et la classe ouvrière à l'époque française ne s'est pas battue pour ça, parce qu'il n'y avait pas de chômage en 1945. Quand on cherchait le travail, on en trouvait tout de suite, où qu'on soit. Voilà. Donc c'est vrai que ça a beaucoup freiné. Et après, le patronat, il a commencé à démolir l'unicité du risque pour en prendre la gestion. Et après, imposer une parité. Mais une parité qui était un bœuf et un moucheron. Nicole, c'est intéressant ce que tu dis, mais tu parles sur la sécurité sociale quand on parlait de la révolution d'octobre. Oui. Il y a d'autres intervenants qui veulent intervenir sur ce sujet et d'autres conférenciers apporter un peu des précisions sur les questions posées. Je pense que monsieur pourrait répondre à toutes les questions, toutes les objections. Il y en a quelques... on en prend encore 2, là, voilà. Pour être raisonnable. Juste une question pour Bruno, je l'ai posée tout à l'heure à camarade Charvin, c'est est-ce que pour comprendre effectivement l'antisoviétisme qui a marqué l'Union soviétique, faut-il, c'est-à-dire voir 2 périodes. C'est la période avant le 20e congrès et la période après le 20e congrès. Pour pouvoir comprendre. Parce que tout à l'heure, on a accusé effectivement la première étape de la construction du socialisme, de monolithisme, de totalitarisme. À une époque, il était marqué par beaucoup de contradictions, aussi d'hostilité impérialiste à l'échelle internationale, par la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Ça, la première question. Deuxième question. Il ne faut pas se limiter uniquement au fait historique de la révolution d'octobre. Il y a aussi les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la construction de l'Union soviétique, c'est pas pour rien, c'est pas seulement la révolution d'octobre.
C'est aussi il y a la mobilisation, effectivement, de la classe ouvrière, du prolétariat russe pour construire un État socialiste et qui a mis en place un mode de production socialiste, effectivement, qui a rompu totalement avec le capitalisme. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Qu'après, effectivement, il y a eu la lutte de classe, il y a eu la résistance de la bourgeoisie au sein de l'Union soviétique. Ça, effectivement, un marxiste-léniniste ne peut pas l'ignorer. Lénine lui-même s'est posé question dans une brochure et se disait, est-ce que les bolcheviks vont effectivement garder le pouvoir ou non? Il a posé tout un tas de questions pour pouvoir effectivement pérenniser la construction de l'Union soviétique. Donc de là, c'est que aussi grâce à l'Union soviétique, qui a battu donc, le nazisme, qui a eu toute une série de révolutions, y compris la révolution chinoise. La révolution chinoise, ce n'est pas l'effet direct de la révolution d'octobre, mais c'est aussi l'effet du processus de construction de socialisme. Voilà, encore un intervenant, là. Elle a demandé la parole. Soyez court, s'il vous plaît, parce que... Je soumets aux dernières questions. Il faut bien réfléchir pourquoi aujourd'hui, en France, l'année dernière, on a créé pendant 4 mois et on a réussi à changer une virgule. Pourquoi le mouvement ouvrier, qui aujourd'hui est déboussolé énormément? Je pense que la cause, ce n'est pas seulement la sociodémocratie, modèle sociodémocratie qui, chaque fois de plus pourri, aujourd'hui ça finit. Mais je pense aussi que c'est pour aussi l'influence du mouvement communiste aussi. Ce n'est pas complètement parfait et coloré. Les émancipations des colonies, c'est une émancipation politique, mais pas une émancipation humaine. Le communisme, ça c'est toute une autre chose. Je pense qu'il y a des écarts. Je n'ai jamais refusé la révolution russe, je ne dis pas ça. Mais je dis ce qui est arrivé après. Vraiment, c'est un État, il y a un contradictoire. Il dit que son État, c'est soviétique. Soviétique d'en bas, ça n'a rien à voir avec l'existence d'un État. Il y en a encore deux là. Mais court. Faites court. Autrement, vous prenez votre voiture et vous raccompagnez. Juste deux remarques très rapides. Ce que dit Bruno. Moins fort. Je parle trop fort? Oui. Excuse-moi de vous avoir réveillé. Donc ce que dit Bruno, et je partage, l'histoire reste à faire de la lutte des classes, des contradictions. Évidemment, des contradictions dans l'Union soviétique et les pays socialistes. Ceci dit, petite remarque, il y a quand même eu 2-3 trucs. Je me rappelle quand j'étais lycéen, ça fait un moment, ça fait une trentaine d'années, j'ai quand même travaillé à l'époque sur une histoire de l'URSS qui a été écrite par un certain Jean Einstein, ça te dira quelque chose à certains, mais je ne dis pas ce qui est devenu le personnage après, une autre question. Cette histoire de l'URSS, j'en conserve comme un souvenir, je ne l'ai pas relu depuis, quand même, d'un ouvrage qui était aux éditions sociales, certes, mais relativement contradictoire quand même. Voilà, donc, pour dire, et on peut donner d'autres exemples, il y a François Fechtot, qui n'est pas spécialement un communiste, qui a écrit aussi sur l'histoire des démocraties populaires. Il y a, à la même époque où j'étais lycéen, était sorti l'excellente BD de Tristan et Bilal, Parti de chasse, bien que eux, d'ailleurs, se revendiquent anticommunistes, je n'avais pas trouvé du tout anticommuniste, mais très fine, justement, sur les contradictions des débats dans les partis communistes, etc. Donc, il y a eu des choses quand même, voilà, soyons pas caricaturaux, l'histoire reste à faire, mais il y a des choses quand même qui ont été faites sur lesquelles on peut s'appuyer. Deuxième aspect, là aussi il faut être un peu dialectique, l'URSS s'est effondrée d'elle-même, ok, les contradictions internes, et loin de moi l'idée de minimiser les contradictions internes. Mais on était quand même, j'ai parlé des années 80 tout à l'heure, on était quand même dans les années 80 dans une période de contre-offensive de l'impérialisme. Voilà, on ne peut pas non plus, voilà, il ne faut pas tomber d'un excès dans l'autre. Ouais. On ne peut pas être complotiste, mais on ne peut pas faire comme si l'adversaire n'avait rien fait à l'époque. Avec l'offensive néolibérale Reagan-Thatcher, la guerre des étoiles, dont on sait maintenant que c'était un immense pipeau des Américains, parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de faire un bouclier antimissile. Ils le disent maintenant, hein, vous lisez les interviews, les mecs qui disent « Non, on s'en foutait, on savait très bien que c'était impossible. Nous, on voulait faire peur aux soviétiques en face pour qu'ils dépensent des millions en pure perte pour essayer de nous rattraper. » Ils le disent, les mecs. Voilà, alors... Voilà, donc essayez toujours de ne pas tomber d'un excès dans l'autre et toujours dialectique par rapport au type de question. Voilà. Allez.
Le prochain, ça y est, il y a tout. C'est tout. Deux mots, attends, tout ça. Moi, je ne voudrais pas qu'on parte ce soir en ayant oublié l'extraordinaire créativité artistique des années 20. L'Union soviétique a bouleversé l'imagination créative dans toutes les disciplines artistiques. Je pense que ça a montré aussi un processus de libération de l'esprit qui était assez extraordinaire. Il y aurait une étude à faire sur pourquoi ensuite on est passé à un réalisme socialiste difficile. Voilà, bon, bah, je vais essayer peut-être pas de répondre à tout ce qui a été dit, parce que ce qui a été dit est peut-être beaucoup plus riche que ce que j'ai dit. Mais bon, je réponds à certains points. Oui, effectivement, alors la période, disons, des années 30 jusqu'à 1956 me pose aussi problème. La question, c'est qu'aujourd'hui, avec l'ouverture des archives du NKVD, l'ouverture des archives du parti, etc., on se rend compte aujourd'hui que les choses ne sont pas si simples. C'est pas que d'un côté, il y a l'appareil de répression et de l'autre côté, il y a le peuple ou la base du parti. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'intérieur du NKVD et à l'intérieur de l'appareil du parti, il y avait des conflits très graves. Alors effectivement, ils n'ont pas toujours été résolus par des débats, mais plutôt par des purges. Mais des purges, et je dis bien des purges et des contre-purges. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire, mais est-ce que Staline est responsable de Yezhov ? Ou est-ce que Yezhov n'était pas contre Staline ? Et encore, je fais une erreur en le disant parce que je personnalise. Mais c'est que Staline, en fait, il est le paravent. Et derrière lui, il y a toutes sortes de groupes qui ne sont pas forcément des groupes de classe sociale. Ça peut être des groupes régionaux, ça peut être des groupes nationaux, etc., qui se combattent. Ça peut être des lobbies productifs, etc. Et Staline, il essaie de surnager entre tout ça. Je ne veux pas le défendre, c'est pas ça la question. Je veux dire, moi, Staline, c'est ni un héros, enfin, c'est un personnage, il est à un endroit à un moment et il essaie de gérer les choses. Alors ensuite, on peut évidemment poser la question comment il les a gérées. Mais il n'est pas le dictateur absolu qu'on pouvait s'imaginer. Aujourd'hui, on se rend bien compte que Staline navigue entre des forces sociales extrêmement contradictoires et qu'il maintient ou essaie de maintenir un cap. Bon. Et que ça fait partie des contradictions internes du système, et j'aurais tendance à dire, effectivement, on en a parlé ce matin, moi j'aimerais bien qu'on retravaille sur le 19e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, parce qu'il y a quand même des choses qui se sont dites à ce 19e congrès qu'on a ensuite mis totalement de côté, et qui démontrent quand même qu'il y avait une vie dans ce parti, même si elle n'était pas tout à fait comme on pourrait le rêver dans une situation idyllique, mais on a tendance à dire le 20e congrès c'est démocratique et le 19e congrès c'est Staline. Mais non, c'est pas si simple que ça. Je veux dire, le 20e congrès c'est une défraction qui au 19e congrès s'est opposée, mais qui n'a pas été exécutée. Je veux dire, Khrouchtchev n'a pas été envoyé au goulag en 1953. Hein, donc il faut, et puis Khrouchtchev qui avait avant ça des bonnes relations avec Yezhov, qui a été, lui, en 1937, qui est quand même le grand responsable des purges. Donc il faut penser à ça. C'est très complexe. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Ensuite, j'ai dit, bon, j'ai peut-être été un peu rapide, mais le temps, j'ai pas dit que tout a commencé en 1917, Bismarck, etc., la sécurité sociale, tout à fait d'accord. Encore que la sécurité sociale, c'est parce qu'il y avait un fort mouvement ouvrier en Allemagne. Hein. S'il n'y avait pas eu le Parti social-démocrate en Allemagne, on peut supposer que Bismarck n'aurait pas tellement donné les concessions de la sécurité sociale. Mais je pense quand même que 1917 a été un accélérateur. C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, tout d'un coup, on a proclamé un ensemble de principes qui fait que c'est à partir de 1917 quand même qu'on a des partis sociaux-démocrates qui arrivent au pouvoir. Jusque-là, ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire la bourgeoisie n'a jamais laissé des sociaux-démocrates, aussi modérés soient-ils, au pouvoir. Bon. Ça, c'est ça qui me semble intéressant. Par exemple, on a parlé aussi des droits familiaux 1918, années 30. C'est très intéressant parce que ça montre aussi les conflits qu'il y avait dans la société soviétique. Il ne faut pas s'imaginer qu'en 1918, l'ensemble des sujets de l'ancien empire russe étaient tous pour les droits de la femme, pour l'égalité, pour le droit de l'avortement, etc., etc. C'est-à-dire que la société russe, même ceux qui ont pris le palais d'hiver, il devait y en avoir quand même flopé, qui n'étaient pas prêts à un certain nombre de droits et qui
dans l'appareil du parti, ensuite on freinait, on dit mais non, non, ça suffit, enfin bon, les femmes, la cuisinière au pouvoir peut-être dans 2000 ans, mais pas tout de suite. Hein. Donc, il faut bien penser que quand la législation change dans les années 30, ça répond à une certaine pression populaire. Par contre, là je vais encore vous étonner parce que c'est quelque chose qu'on ne mentionne jamais, et ça me semble très important. Quand les bolcheviks ont pris le pouvoir, ils ont supprimé la peine de mort, qui a été rétablie au moment de la guerre civile. Par contre, ce qu'on vous dit jamais, c'est qu'en 1946, Staline impose la suppression de la peine de mort. Il l'a supprimée pendant 4 ans, contre l'opinion de la population. Parce qu'à l'époque, le pays était ravagé, c'était la sortie de guerre, par des gangs mafieux qui revenaient du front, qui avaient des armes, dans une situation de famine généralisée, où il y avait une criminalité qui avait monté à un point extraordinaire. Or, Staline dit, bon, maintenant on a gagné la guerre, la nation commence à être derrière le parti, on peut réaliser les idéaux bolcheviques, on supprime la peine de mort. Et on l'a supprimée, y compris contre des espions, des vrais espions, parce qu'il y a eu un reportage sur Arte il y a quelques années où on a montré que les Américains avaient pris des espions parmi les Ukrainiens et les Biélorussiens que les Allemands avaient récupérés dans les camps donc en Allemagne. Ils les ont parachutés en Union soviétique et ces espions sur Arte vous disent on a été parachutés en 46-47 en Union soviétique. Heureusement, coup de chance, là, on nous a envoyés au goulag, mais comme la peine de mort venait d'être supprimée, on n'a pas été liquidés. La peine de mort sera rétablie avec la guerre froide, 48-49. Donc là, on voit le lien avec la situation internationale. Je ne fais pas de Staline forcément le grand humaniste, mais enfin, si la direction du parti soviétique en 1946 supprime la peine de mort, c'est que finalement, le vieil idéal bolchevique, la peine de mort, ça marche pas. On s'est dit, bon, bah, maintenant on peut y aller, parce que 1946, c'est l'optimisme. Donc Staline n'est pas cette espèce de tyran qu'on représente, c'est un bolchevique qui utilise des méthodes qui sont contestables, comme toujours, mais je veux dire, dans le contexte d'un appareil politique qui est très diversifié, Staline navigue entre les deux. Je ne sais pas ce que Staline pensait personnellement de la peine de mort, personnellement des droits de la femme, personnellement de l'avortement, je ne sais pas. Et à la rigueur, je m'en fous. Parce que finalement, c'est pas ça qui compte, c'est le rapport de force à l'intérieur du parti que Staline a arbitré plus ou moins bien. Mais s'il y a un rapport de force à l'intérieur du parti, c'est que le parti représente différentes tendances. Hein, c'est ça qui me semble important. Et effectivement, dans une situation où l'URSS est menacée de l'extérieur, et je rappelle quand même, l'URSS doit rattraper le capitalisme. Donc, et ça, je pense que c'est la grande leçon de tout ce qui s'est passé dans les pays socialistes, et pas seulement en URSS. Les Chinois aussi répondent à cette question, les Cubains aussi répondent à cette question à leur façon, les Coréens du Nord un peu autrement, enfin chacun répond autrement, c'est comment dépasser le capitalisme. C'est-à-dire comment passer du mode de production capitaliste au mode de production socialiste, alors que dans beaucoup de cas, on passe du féodalisme au capitalisme, dans beaucoup de ces pays. Donc il faut aussi penser à ça, on a affaire à une société qui est archaïque, et quelles que soient les critiques qu'on peut faire du dirigeant X ou du dirigeant Y, il y a effectivement une base sociale qui n'est pas forcément, je veux dire, en 1917 ou en 1937, prête à penser 2127. Hein? Donc il faut aussi penser à cela. Bon, je n'ai pas répondu à tout ce qui a été dit. Oui, enfin bon, je terminerai quand même. Je pense effectivement qu'à un certain moment, on a eu affaire dans les partis communistes à ce qu'on a appelé là-bas d'ailleurs les sélections négatives. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de sélection négative de bureaucrates de plus en plus enfin, c'était quelque chose. Moi, j'ai vécu là-bas. J'ai vu dans des débats dans la presse où le terme sélection négative était utilisé. On a un système de sélection négative des cadres. Donc c'était bien dans les débats. Hein. Le problème, c'est que c'est négatif pour qui? Alors c'était négatif très certainement pour la classe ouvrière, mais c'était peut-être pas négatif pour la grande bourgeoisie mondialiste, occidentale, capitaliste, parce que c'est finalement sélectionné négativement qui vont bazarder le bloc de l'Est et finalement, après 89, très souvent, être d'excellents managers pour les grandes files occidentales. Donc ils n'étaient peut-être pas forcément toujours très négatifs, sauf que ça dépend pour qui. Un exemple, le Premier ministre bulgare, c'était le garde du corps du président Zhivkov.
d'après les Bulgares, le niveau intellectuel, pas très élevé, mais il est toujours Premier ministre. Oui, il est donc un très bon serviteur du système. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans l'OTAN. Voilà. Je rectifie les... Oui, donc il était excellent, sauf qu'il était excellent pour le camp adverse. Voilà, bon, je vais peut-être terminer là. Je pense que c'est cette grande question, le dépassement du capitalisme qui est le grand problème. Et c'est le problème de départ, ce qui a été dit depuis ce matin. C'est à partir du moment où la révolution ne s'est pas faite dans les pays développés, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et c'est là où je trouve qu'on nous a donné des leçons, c'est pas aux communistes vietnamiens ou coréens ou bulgares, quand on n'a pas fait la révolution soi-même dans des pays où quand même on avait des conditions a priori meilleures. Je pense qu'on peut un peu d'humilité